Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par l'Argus de l'assurance. L'Argus de l'assurance, donc au-delà du magazine que vous connaissez sans doute très bien, ce sont aussi des formations avec plus de 2000 stagiaires formés chaque année, 150 programmes et 400 sessions de formation dispensées, essentiellement compatibles DDA, en présentiel ou à distance sur des thématiques variées comme le risk management, la finance, la distribution ou encore le digital et la réglementation. C'est aussi pour vous courtiers qui êtes nombreux ce matin à nous avoir rejoints, une plateforme e-learning qui a été lancée il y a 2 ans avec des e-learning en illimité pour répondre à votre obligation de formation DDA de 15 heures. Donc voilà, c'est une plateforme auquel vous avez accès pendant 1 an. Vous disposez de l'ensemble des contenus 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc voilà, c'est une plateforme qui vous permettra de faire ces 15 heures et qui est 100% finançable par votre OPCO. Alors c'est aussi une formation autour de la réforme du courtage, sujet qui va nous intéresser ce matin. Formation qui est animée par Marie Collin, qui nous accompagne. Marie, qui a un DEA en droit, qui a fait l'ESSEC, qui a une expérience de plus de 20 ans comme directrice juridique ou conformité dans le milieu de la banque assurance, qui est professeure en université et au CNAM, et qui est aujourd'hui présidente de EOL Business, conseil en entreprise et formation professionnelle. Donc, je vais lui laisser la parole ce matin sur ce sujet vaste et qui fait encore débat. N'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions grâce au petit module questions que vous devez avoir à la droite ou à la gauche de votre écran. Et puis, je lui relayerai en fin d'intervention. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire et je vous donne rendez-vous à la fin pour vos questions. Marie, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Laurence. Bon, alors j'ai une petite difficulté, c'est que, mais vas-y Laurence, c'est bon, tu peux avancer. C'est que c'est pas moi qui vais gérer mes slides, donc c'est moi qui vais demander à Laurence d'avancer les slides. Donc, nous allons aborder en fait la réforme à travers deux points, si je puis dire, qui sont importants. C'est bien sûr son contenu, que dit la réforme, mais également le recours qu'il y a contre la réforme, qui est actuellement pendant devant le Conseil d'État. Donc, à travers chaque contenu de la réforme, je vous expliquerai que il faut le garder en tête. Il faut garder en tête certains points qui vont être des points de droit qui vont faire l'objet, en tout cas qui font l'objet aujourd'hui d'un recours par une association dont je vous parlerai donc à la fin. Donc, en fait, la construction de mon intervention, c'est bien sûr que, comme je ne sais pas ce que vous savez sur la réforme et que si vous vous êtes inscrit, c'est que je suppose que vous voulez apprendre des choses sur la réforme. Donc, je vais bien entendu vous livrer le contenu, c'est-à-dire ce que dit la loi et ce que dit le décret. Et puis, en fin de parcours, parce que quand il y a un recours, c'est que tout pourrait être abrogé, il faut quand même l'envisager. Donc, en tout cas, il y a des motivations, c'est ça qui est important. Il y a des motivations juridiques autour de l'inconstitutionnalité de ce texte. Alors, l'histoire de la réforme, c'est d'abord une histoire qui s'inscrit, j'allais dire, dans une certaine chronologie, puisque au départ, cette réforme, elle a été voulue par la Direction générale du Trésor, par Bercy, pour faire simple. Bercy partait d'un certain nombre de constats qui étaient il fallait, en tout cas, les courtiers en assurance avaient une difficulté majeure, c'était de faire face à une réglementation qui avait tendance à s'accroître, qu'ils avaient déjà vécu la directive. Non, on peut rester sur le même slide. Qu'ils avaient déjà vécu la directive intermédiation en assurance, qu'ils devaient maintenant, j'allais dire, rentrer de plein pied dans la directive distribution. C'était pas facile. C'est pas la directive distribution, c'est pas simplement de faire un conseil, mais c'est aussi de mettre en place une gouvernance des produits, etc. En tout cas, de l'appliquer. Donc, il y avait des difficultés qui étaient quand même des difficultés majeures, des problématiques autour de la rémunération aussi. Et puis, cette mise en place aussi de la lutte contre le blanchiment depuis j'allais dire, 4e et 5e directive. Donc, j'allais dire des réglementations lourdes, en tout cas constate le Trésor, et qui sont difficiles à appliquer par des entreprises qui sont plutôt des très petites entreprises
et qui ne peuvent pas recruter un responsable conformité à chaque fois. Et donc, de là vient une sorte de nécessité, en tout cas pour la Direction générale du Trésor, de dire il va falloir accompagner le métier. Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait d'autorégulation, hein, donc il fallait trouver un système d'autorégulation pour les courtiers en assurance. Le constat également, c'était qu'il y avait, en tout cas en France, un rôle particulier des courtiers grossistes, qui avaient des nouveaux acteurs qu'on a connus comme le numérique, etc. Et que derrière tout ça, l'enjeu, l'objectif fondamental, c'était de protéger le client. Donc là, je veux bien qu'on passe le slide, Laurence. Alors, elle a d'abord été initiée par la Direction générale du Trésor, donc en 2018. Elle a été recalée au motif de ce qu'on appelle le cavalier législatif, puisqu'elle devait intégrer la loi Pacte, et ça a été recalé. Et on pensait que ça allait être une affaire avortée, hein, si je puis dire, et qu'on allait en rester là, mais pas du tout. Il y a une députée de la République En Marche qui s'appelle Valéria Faure-Muntian, qui a repositionné ce texte sous forme de proposition de loi, qu'il a en plus proposé en procédure d'urgence. Alors, c'est intéressant de regarder les dates parce qu'elle l'a proposé en procédure d'urgence en pleine période du Covid, donc on pensait que ça n'allait absolument pas passer. Et c'est d'autant plus intéressant également que ne peuvent passer en procédure d'urgence que des textes pour lesquels il y a une étude d'impact. Or là, le texte va être voté en procédure d'urgence sans étude d'impact. Donc, c'est là qu'il y a aussi des choses à redire sur la rapidité, si on peut dire, du vote de cette loi. Donc, la loi, pour en arriver quand même à la conclusion, c'est que la loi, elle a été votée le 8 avril, enfin, elle a été votée le 1er avril et publiée le 8 avril 2021. Elle est plus large que le courtage en assurance, puisque elle concerne également le courtage en opération de banque et services de paiement. Et donc, elle a deux axes, ce texte a deux axes fondamentaux. Le premier axe, c'est l'autorégulation de la profession de courtier. Et le deuxième axe touche à la vente par téléphone. Donc, ce texte de loi est complété par un décret, le décret du 1er décembre 2021, et de deux arrêtés. Un arrêté pour savoir comment obtenir l'agrément de la CPR pour devenir association professionnelle, et puis un arrêté qui tend à modifier d'une part le code monétaire et financier pour les intermédiaires en opération de banque et services de paiement, et d'autre part le code des assurances pour les intermédiaires en assurance. Alors, tu peux m'avancer le slide. Alors, excusez-moi, voulez-vous quitter la réunion? Non. Donc, hop, c'est juste des problèmes de mise en page. Donc, notre député nous fait passer le texte en nous indiquant, c'est toujours intéressant de voir les motivations, en nous disant que la présente proposition de loi, puisque c'est un député qui la présente, est issue d'importants travaux de réforme du secteur du courtage entrepris dès 2018 par la Direction générale du Trésor, que cette réforme poursuit un double objectif, un meilleur accompagnement des courtiers dans leur appréhension des nouvelles mesures réglementaires et un meilleur contrôle des exigences auxquelles sont soumis les professionnels. Donc, accompagnement d'une part, mais vous voyez que le mot, et c'est un mot qui est important quand on va regarder les motivations du recours, c'est qu'il est indiqué un meilleur contrôle. Donc, c'est la notion de contrôle des exigences auxquelles sont soumis les professionnels, toujours dans le but le but majeur, c'est toujours la protection ou le service de qualité pour le consommateur. Je veux bien que tu avances, Laurence. Toujours dans cet exposé des motifs, autre point qui est important pour comprendre cette réforme, c'est que il est mentionné, le monde du courtage d'assurance et le monde des intermédiaires en opération de banque n'est historiquement pas facile à contrôler. Pourquoi? Et c'est noté en rouge, parce qu'ils ne sont pas soumis au contrôle permanent de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Alors, ça veut dire quoi? Ne pas être soumis au contrôle permanent. Ça veut dire qu'en fait, certains organismes que sont, par exemple, les banques ou que sont les compagnies d'assurance, quand je parle de compagnies d'assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et autres, sont soumis au contrôle permanent de la CPR, ça veut dire que tous les trimestres ou tous les ans, ou tous les semestres ou tous les ans, ils doivent remplir des questionnaires, des rapports
qu'ils envoient directement, ils se connectent directement, ils se loguent sur le site de la CPR et ils rentrent des données chiffrées, des données de contrôle, des données de production, des informations sur le devoir de conseil, etc. Donc, ils subissent un contrôle, entre guillemets, permanent de la CPR. Ils ont des données sur la lutte anti-blanchiment, le nombre de déclarations TRACFIN, etc. Mais le monde du courtage, lui, n'est pas soumis à ce contrôle permanent, hein, et que de ce fait, ils ne sont pas faciles à contrôler parce qu'on ne sait pas quels sont ceux qui ont des bonnes pratiques et ceux qui auraient de mauvaises pratiques. Donc, c'est ça, hein, j'allais dire, le fil conducteur qui va expliquer cette réforme. Alors, l'autre point qui est noté, bon, alors la CPR dit qu'elle a relevé des dysfonctionnements chez les intermédiaires et notamment les courtiers. Et l'autre point qui est noté, qui va être repris aussi dans les motivations du recours pour excès de pouvoir, si je puis dire, c'est les acteurs qui agissent en LPS, en libre prestation de services en France, puisqu'en fait, le constat, c'est également que certains acteurs qui agissent en LPS ont connu des difficultés financières ou des faillites et que ces contrats étaient distribués par des intermédiaires français qui n'ont pas été particulièrement vigilants sur les contrats eux-mêmes qu'ils commercialisaient. Donc, en fait, c'est de dire, on va aussi s'occuper des acteurs en LPS. Hein, je le fais rapidement. Tu peux passer le slide, Laurence. Alors, donc, du coup, tout ça bien enrobé, parce qu'il faut quand même faire passer le texte. Donc, la députée nous dit enfin, il nous paraît opportun d'aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque à s'organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numérique. Et comment est-ce que ça va se faire, tout ça? Eh bien, ça va se faire, c'est dit dès l'introduction du texte, via la création d'associations professionnelles. Donc, ils ont trouvé la solution, ça sera des associations professionnelles, qui seront des associations, là aussi, point intéressant dans le cadre du recours, associations professionnelles à adhésion obligatoire. Hein, donc, ça veut dire que pour être aujourd'hui courtier, il faut adhérer à une association professionnelle et que ces associations professionnelles, ce n'est pas n'importe lesquelles, c'est des associations professionnelles qui auront préalablement été agréées par la CPR. Hein. Donc, ces associations exerceront, outre leur mission, donc on verra, de vérification et d'accompagnement, ces associations, excusez-moi, exerceront leur mission de vérification et d'accompagnement dans des conditions qui devront être des conditions d'indépendance et d'impartialité, indépendance et impartialité qui seront contrôlées par la CPR. Donc voilà, et tout ça nous donne cette fameuse loi du 8 avril qui crée donc cette obligation d'adhésion à une association professionnelle agréée. Alors, premier point, je vais le passer rapidement, mais si vous êtes dans l'assurance, ça vous concerne de plein pied, que vous soyez assureur ou que vous soyez intermédiaire, c'est la réforme du démarchage téléphonique, hein, puisque contrairement à ce qu'on aurait pu penser, enfin c'est toujours un peu étonnant d'avoir un texte qui s'appelle la réforme du courtage en assurance et en banque et puis qui traite du démarchage, mais on a profité de ce texte pour, alors là ça expliquerait la fameuse protection du consommateur, et donc on a la création d'un article qui est l'article L112-2.2 qui va prévoir que tout distributeur, c'est pour ça que je parle des assureurs et des intermédiaires, puisque c'est bien tout distributeur, cette notion de distributeur, tout distributeur qui contacte téléphoniquement un souscripteur éventuel doit satisfaire à son obligation d'information précontractuelle, mettre fin à la conversation sans délai si le souscripteur n'est pas intéressé et s'abstenir de le contacter à nouveau. Donc là, ce qui est important dans le cadre d'un démarchage téléphonique, c'est-à-dire d'un appel téléphonique par un distributeur en vue de faire souscrire un contrat d'assurance, c'est qu'on rappelle, enfin quelque chose qui était déjà évident, c'est que le distributeur doit absolument remplir ses obligations d'information précontractuelle, c'est-à-dire dire qui il est, et envoyer un certain nombre de documents précontractuels, mais surtout, ce qu'il est mentionné, c'est que si le prospect, au bout du fil, dit tout de suite qu'il n'est pas intéressé, eh bien, il doit mettre fin à la communication téléphonique. Donc, il ne doit pas pousser, essayer de rentrer par la fenêtre, etc. Donc, si le prospect dit « je ne suis pas intéressé par la souscription de ce contrat », il doit mettre fin
Et ce qui doit être plus compliqué à mettre en place dans les faits, c'est qu'il doit en plus s'abstenir de le rappeler. Donc, moi, ayant été contacté téléphoniquement, j'ai mis fin à la conversation, mais j'ai été rappelé 2 jours après. Donc, il doit y avoir une difficulté quand même opérationnelle à se dire, cette personne, j'ai déjà appelé. Donc, en tout cas, dans les faits, il faut s'abstenir de le rappeler. Je vous ai marqué ensuite maintien de la souscription en 2 temps parce que le comité consultatif du secteur financier avait déjà proposé un code de conduite en disant qu'il fallait absolument que toute opération de démarchage téléphonique se fasse en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, on présentait le produit et si le client était intéressé, il fallait attendre un délai de 24 heures après la réception de l'information précontractuelle pour recontacter le client à nouveau. Donc, cette souscription en 2 temps, avec ce délai de 24 heures d'attente obligatoire après que le client ait reçu l'information précontractuelle, est maintenue donc dans le texte de loi. Ensuite, nous avons un autre article important, c'est comment est-ce qu'on obtient le consentement du client. Alors, on ne l'obtient pas à l'oral. Si le client dit oui, je suis intéressé, oui, et puis qu'on l'enregistre, ce n'est pas réglementaire. Maintenant, le souscripteur ne peut consentir au contrat qu'en le signant. Donc, et l'article L112-2 de grand 2, paragraphe 2, précise que cette signature doit être manuscrite ou électronique. Et à la suite de la signature du contrat, le distributeur doit informer sans délai le souscripteur de son engagement, des dates de conclusion, de la date de prise d'effet du contrat, enfin tout ce qui est relatif à la conclusion qui vient de se faire. L'autre point important qui est aussi un peu lourd à mettre en place pour les opérations de démarchage, c'est l'obligation de conservation de l'intégralité des communications téléphoniques pendant 2 ans. Donc ça, c'est aussi un point qui est structurant, qui dépasse aussi un peu le RGPD. Alors, les distributeurs d'assurance ont réussi à obtenir que si le distributeur était lié au souscripteur par un contrat en cours, imaginons que j'ai un contrat MRH et qu'on vient pour me solliciter, pour me faire souscrire une prévoyance, je n'étais pas soumis à cette procédure un peu lourde. On avait le droit de faire du rebond commercial sur un client. Ce n'était vraiment que pour le prospect total, celui qui n'avait aucun contrat avec le distributeur. Donc, il n'y a pas d'application de la procédure si le distributeur est lié au souscripteur déjà par un contrat, même qui n'a rien à voir, si je puis dire, avec celui qu'on va lui proposer. Donc ça, c'est un point important. Et puis, attention, puisque cette loi doit s'articuler, enfin ce texte sur le démarchage doit s'articuler avec la loi Negelen qui a été votée le 24 juillet 2020, qui aussi dit qu'il faut d'abord vérifier sur Blocktel que le client n'a pas fait, ne s'est pas inscrit volontairement pour ne pas être démarché, etc. Enfin, il y a d'autres contraintes. Donc, en fait, il faut arriver à faire jouer 2 textes qui sont différents, mais qui visent quand même le démarchage téléphonique. Donc voilà. Ce premier point, je le retire, puisqu'il ne fera pas l'objet du recours. Donc, en tout cas, c'est la partie démarchage téléphonique. Maintenant, on revient sur la réforme du courtage pur jus, si je puis dire, avec qui est concerné par cette réforme et comment est-ce que ça va se passer, quel va être le pouvoir des associations puisqu'on a vu que dès l'introduction au texte, on savait que ça allait passer par la mise en place d'associations professionnelles. Alors, qui est concerné? Il va y avoir des personnes physiques ou morales qui vont rentrer dans ce qu'on va appeler l'adhésion obligatoire à une association professionnelle. Ces personnes qui vont devoir adhérer sont les courtiers en assurance et leurs mandataires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les MIA. Les MIA, donc les mandataires d'intermédiaires d'assurance. Donc les courtiers d'assurance et leurs mandataires et les MIA vont donc vont devoir adhérer à une association professionnelle à adhésion obligatoire. Alors, l'autre catégorie de personnes qui est visée, ce sont les mêmes mais côté intermédiation bancaire,
donc les courtiers en opération de banque et leurs mandataires. Donc, ça fait les courtiers, les COB et les MIOBSP, les MIOB, hein, on les appelle comme ça dans le jargon. Alors, ensuite, Laurence, qui va avoir droit, vous voyez que pourquoi il y a l'objet de petites contestations, qui va avoir droit à une adhésion facultative. Alors après, savoir quelles sont, ça sera très intéressant de voir si ils y vont facultativement. Ce sont nos intervenants en libre prestation de services, nos LPS. Donc, il y a 7500 intervenants en libre prestation de services ou en liberté d'établissement. Eux, c'est facultatif. S'ils veulent, c'est eux à leur guise, ils pourront adhérer, mais ils n'ont pas l'obligation d'adhérer. Donc ça, c'est quand même un truc un peu bizarre qui arrive dans le texte. Alors, on a vu ceux qui étaient à adhésion obligatoire, les courtiers en assurance et leurs mandataires, les courtiers en banque et leurs mandataires. Maintenant, on vient de voir les adhésions facultatives. Il nous reste à voir les exclusions qui ne rentrent pas dans le champ. Alors, ne rentrent pas dans le champ les banques, même si elles sont courtiers. Alors, là, pour le coup, on va dire que c'est normal, parce qu'elles font l'objet d'un contrôle permanent. Enfin, je veux dire, dans le raisonnement, il y a une logique. Bon. Donc, les banques sont exclues. Par contre, ce qui est moins logique, c'est les agents généraux d'assurance. Parce que les agents généraux d'assurance, ce sont des intermédiaires en assurance au même titre que les courtiers, mais eux vont être exclus. Alors, il y a une motivation, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. La motivation, c'est que les agents généraux d'assurance sont contrôlés par leurs mandants, donc les compagnies. Donc, quelque part, comme les compagnies d'assurance font l'objet du contrôle permanent de la CPR, eh bien, par déduction, les agents généraux font l'objet d'un contrôle permanent. Enfin bon, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est ça le raisonnement. Donc, les agents généraux, ils sont exclus. Mais alors, le truc qui est encore plus fort, c'est que les agents généraux qui ont une activité de courtage accessoire sont exclus même au titre de leur activité de courtage accessoire. Voilà, parce qu'on considère qu'il est accessoire. C'est une notion d'accessoire qui va faire qu'ils sont exclus. Donc on note que les agents généraux, même s'ils ont une activité de courtage accessoire, sont exclus du champ. Et puis les mandataires, avec le même raisonnement que je viens d'avoir sur les agents généraux, c'est-à-dire les mandataires d'assurance sont soi-disant, enfin seront contrôlés par les compagnies. Et j'allais dire, et même chose côté bancaire avec les mandataires en opération de banque et les qu'ils soient exclusifs ou non exclusifs, hein, pour faire simple. Je passe, Laurence. Alors, en chiffres, ça nous donne, par rapport aux données chiffrées de l'ORIAS en fin d'année 2020, où il y avait, on avait un total d'intermédiaires immatriculés de 67 000, la première ligne du tableau, 65 500 intermédiaires. Ça nous donnait, alors il y a un petit calcul savant à faire, si on retirait les établissements de crédit, donc les banques, les agents généraux, etc. Enfin voilà, ça nous donnait environ 40 000 personnes qui étaient concernées par l'obligation d'adhésion. Voilà. Laurence, tu peux avancer. Alors, on arrive maintenant donc au rôle des associations, à quoi ça va servir. Et donc, on a un article, je vous ai fait surtout côté IAS, parce que normalement, j'ai aussi le côté IOBSP, mais côté IAS, donc intermédiaire en assurance, on a un nouvel article, qui est l'article L513-3 du Code des assurances, qui précise, ça c'est vraiment le nouvel article, aux fins de leur immatriculation au registre ORIAS, les courtiers d'assurance, je lis ce qui est en jaune, hein, les courtiers d'assurance et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l'activité. Alors, donc, aux fins de leur immatriculation, ça signifie que la première chose, le premier acte à faire, avant même d'aller à l'ORIAS pour s'immatriculer, c'est d'aller aux fins de leur immatriculation à l'ORIAS. C'est que l'ORIAS va leur demander s'ils ont adhéré à une association professionnelle. Donc, aux fins de leur immatriculation, ils doivent adhérer à une association professionnelle. Et là, on a maintenant à quoi elle sert cette association professionnelle, toujours dans notre article L513-3. Donc, cette association professionnelle est chargée du suivi de l'activité et de l'accompagnement de ses membres. Donc, suivi d'activité, accompagnement de ses membres. On a des mots suffisamment, j'allais dire, interprétables.
Cette association professionnelle représentative offre à ses membres un service de médiation, vérifie les conditions. Alors, vous voyez, les mots sont jamais choisis au hasard. Au départ, on parlait de contrôle, maintenant on parle de vérification. Est-ce que ce sont des synonymes ou non, hein? Vérifie les conditions d'accès et d'exercice de leur activité, ainsi que leur respect des exigences professionnelles et organisationnelles, et offre un service d'accompagnement et d'observation des activités et des pratiques professionnelles, notamment par la collecte de données statistiques. Donc là, on a un truc extrêmement large, en fait. L'article L513-3, donc si je reprends, association qui offre un service de médiation, vérifie les conditions d'accès et d'exercice, vérifie les conditions, le respect des exigences professionnelles et organisationnelles, offre un service d'accompagnement et observe les pratiques par des données statistiques. Bien. Alors, je vous ai, toujours dans la suite de l'article L513-3, je vous ai mis en rouge ceux qu'on avait vus déjà comme exclus, hein, à savoir ne sont pas soumis à l'obligation d'adhésion. Mais ça, c'est dans l'article, hein, parce que ce qui est important, c'est de se référer aussi à ce que dit le texte après dans le Code des assurances. Donc maintenant, vous retrouvez dans le Code des assurances, ne sont pas soumis à l'obligation d'adhésion les établissements de crédit, les agents généraux, inscrits sous un même numéro au registre ORIAS. Donc, on peut passer, Laurence. Donc, concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Donc, je viens de vous le dire. Donc, on commence par adhérer et après, on va à l'ORIAS. Sauf que comme la loi s'applique depuis avril 2022, j'allais dire le stock des courtiers et de leurs mandataires était déjà inscrit à l'ORIAS pour l'année 2022. Hein. Donc, en fait, on a une sorte j'allais dire, d'inscription aux associations professionnelles en 2 temps. C'est-à-dire que pour tous les nouveaux acteurs, c'est-à-dire tout nouveau courtier qui n'a jamais été inscrit à l'ORIAS, etc., tout nouveau courtier doit d'abord aujourd'hui passer par une association professionnelle pour arriver à l'ORIAS, vous savez, avec le haut fin de leur immatriculation à l'ORIAS, pour s'immatriculer à l'ORIAS depuis le 1er avril 2022. Et pour le stock, c'est-à-dire la majorité, enfin les 60, les 40 000 plutôt qu'on a vu, pour les autres, eh bien, il va falloir attendre la prochaine inscription, donc le début d'année 2023, où à l'inscription à l'ORIAS 2023, eh bien, ils devront apporter la justification de leur adhésion à une association professionnelle qui aura dû être faite normalement en fin d'année 2022. Enfin, voilà. Donc, on a bien cette entrée, si je puis dire, dans la réglementation qui se fait en 2 temps, les nouveaux et puis le stock, hein, si je peux parler comme ça. Et donc, je vous ai remis donc, sur le slide le rôle de ces associations, on va reprendre plusieurs fois, c'est-à-dire le suivi, l'accompagnement, la médiation, la vérification des conditions d'accès et l'accompagnement des pratiques commerciales. On y va, Laurence? Donc voilà, je vous ai mis tout dans le détail dans un tableau. Donc, concernant la médiation, l'objectif, c'est que le constat, en tout cas, de la CPR, c'est de dire que globalement, les courtiers ne mettaient pas dans leur obligation d'information l'existence d'un médiateur. Or, c'est une obligation, j'allais dire réglementaire, de mentionner le service réclamation et la médiation. Alors, quand ils ne le faisaient pas, c'est qu'en général, ils n'avaient pas de médiateur. Donc maintenant, comme ils auront l'obligation d'adhérer à une association professionnelle et que l'association professionnelle aura un médiateur, eh bien donc, si j'adhère à une association professionnelle, je pourrais noter dans mes informations que j'ai le médiateur de l'association professionnelle. Donc ça, c'est le premier point, c'est la médiation. Le deuxième point, c'est la vérification des conditions d'accès et d'exercice. Alors là, c'est vrai qu'il faut expliquer parce que normalement, tout ce qui relève de la capacité du courtier et de l'honorabilité du courtier, c'est vérifié par l'ORIAS. Donc ça ne change pas. Hein, c'est-à-dire qu'honorabilité et capacité du courtier, c'est l'ORIAS qui continue de le faire. Par contre, ce que l'association professionnelle va devoir vérifier, c'est l'honorabilité et la capacité du personnel du courtier. Alors là, ça devient, voilà. Hein, donc, on va passer, c'est sur les collaborateurs. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contrôle qui était fait des collaborateurs des courtiers qui doivent obéir eux aussi à la réglementation. Et donc, du coup, il va falloir, ce que je vous ai mis dans le tableau, fournir à l'association annuellement une liste nominative du personnel, la description de poste, savoir s'ils sont de capacité 1, 2 ou 3. Enfin, voilà. Donc,
et ce sera un contrôle qui sera, enfin, en tout cas, une vérification qui sera faite par l'association professionnelle. De même, vous savez que depuis la DDA, il y a une obligation de formation continue de 15 heures. Eh bien, le suivi de la formation continue sera fait par l'association professionnelle. Alors, ont été rajoutés des points qui méritent aussi discussion, qui est la RC Pro, puisque l'ORIAS et la garantie financière, ces 2 points, l'ORIAS les vérifiait en vérifiant uniquement, si je puis dire, qu'il y avait bien le montant minimum qui était prévu au Code des assurances. L'association a pour but de vérifier la réalité effective, c'est-à-dire la bonne adéquation de la RC ou de la garantie financière en relation avec le chiffre d'affaires du cabinet de courtage, ce qui me paraît quand même démentiel, enfin, si je puis me permettre d'émettre un avis, puisque normalement, c'est quand même une obligation de l'assureur ou du distributeur de RC dans son devoir de conseil de vérifier ce point. Maintenant, ça sera l'association professionnelle. Alors, comment est-ce que ça va se faire? Ça va être du déclaratif chaque année et tous les 5 ans, ça sera un contrôle sur pièce par l'association. Donc, voilà. Le déclaratif, c'est une sorte d'attestation sur l'honneur du courtier qui va dire oui, oui, voilà, j'atteste que mon personnel a la bonne qualification, qu'il est formé régulièrement, etc. Et tous les 5 ans, eh bien, il y aura un contrôle sur pièce. Laurence? Alors, dans les autres points, dans le rôle de l'association, on avait l'accompagnement personnalisé si nécessaire, c'est-à-dire que si un des adhérents de l'association n'arrive pas sur telle ou telle thématique à se mettre en conformité, ben, l'association fera un accompagnement personnalisé pour le mettre en conformité. Et puis, dans le rôle de l'association, on a également les enquêtes statistiques, puisque, en fait, il est noté que tout membre fournit annuellement à l'association des données relatives à l'organisation de son activité, à ses effectifs, aux produits distribués, etc. Et l'association va recueillir ces éléments et les tenir à la disposition de la CPR. Donc, l'association a un rôle un peu confusant. On ne sait pas si c'est, excusez-moi l'expression, le bras armé de la CPR ou non. Donc, bien entendu, les associations s'en défendent. Enfin, les associations dont on va parler qui ont été agréées s'en défendent. Il n'empêche qu'on a quand même une petite ambiguïté, puisque je vous ai mis que l'association a ce pouvoir de sanctionner, de radier, en fait, de radier un adhérent. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis à la fin, si un adhérent n'est pas conforme, la commission disciplinaire de l'association peut prononcer le retrait, donc la radiation, qui sera en même temps notifiée à la CPR et à l'ORIAS, et avec la possibilité d'en informer les autres associations. Donc, il y a vraiment une sorte de rôle un peu ambivalent dont on va, en tout cas, l'organisme qui fait son recours va utiliser cet argumentaire. Laurence, tu peux avancer. Alors là, je vais passer très vite, puisqu'en fait, les associations ont été nommées, mais c'était quelles sont les missions des associations, mais au sens, dans leur rôle avec la CPR, puisque l'association va avoir 2 mois pour accepter une nouvelle adhésion, et elle peut aussi la refuser, donc soit elle agrée, soit elle refuse. Dans le cas de refus d'adhésion, enfin, ce qui va a priori jamais se passer, en tout cas dans les premiers mois de la mise en place, elle doit motiver sa décision. Enfin, en tout cas, il y a toute une réglementation relative au pouvoir de l'association, sachant que je vous ai marqué également que la décision de refus d'adhésion peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Je vous ai mis également que les associations établissent par écrit et font approuver par la CPR lors de leur agrément des règles de conduite en interne, en fait une sorte de code de conduite. Les règles donc elles s'engagent à mettre en œuvre pour l'exercice de leur mission, ainsi que les sanctions qu'elles sont susceptibles de prononcer à l'égard de leurs membres. Alors, en caractère très apparent, donc je vous ai mis le nouvel article L113-5, dont je vais prendre la lecture. Les associations professionnelles sont agréées par l'autorité de contrôle qui vérifie leur représentativité, la compétence et l'honorabilité de leurs représentants légaux et de leurs administrateurs, l'impartialité de leur gouvernance sera appréciée au regard de leur procédure écrite, ainsi que de leur aptitude
à assurer l'exercice et la permanence de leur mission au travers de moyens matériels et humains adaptés. Donc, vous voyez, c'est à travers ces points-là que la CPR va donner un agrément aux associations dont on verra la liste après. Donc voilà, donc en tout cas, sachez, on va passer au slide suivant, c'est que l'association a vraiment ce pouvoir de radier un de ses membres. Donc c'est ce que je mets là, en mettant une association peut mettre fin à l'adhésion d'un de ses membres. Bon, bien sûr, soit à la demande du membre, puisqu'il veut pas, il veut arrêter ses fonctions, soit le retirer lorsqu'il ne remplit plus les conditions d'adhésion, c'est-à-dire qu'il ne remplira plus le code de conduite ou les engagements qu'il aura pris et auxquels était subordonnée son adhésion. Voilà, et donc tout retrait de la qualité de membre est notifié à l'ORIAS, l'organisme qui tient le registre, et donc la décision de retrait peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, mais en attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, la personne ne peut plus exercer. Donc là, on a une sorte de, entre guillemets, de petit vide juridique, puisque si jamais le tribunal judiciaire considère que eh bien, la sanction a été prise à tort et qu'il, enfin la sanction, en tout cas le retrait d'agrément a été pris à tort par l'association, eh bien le fameux courtier qui aura été radié, il a droit à des dommages d'intérêt, etc. Donc vous voyez, on arrive à des situations, il faut quand même il faut quand même les prévoir. Ce sont des situations qui pourraient, en tout cas, advenir. Voilà, donc recours, l'association professionnelle n'est pas compétente pour sanctionner les manquements de ses membres qui relèvent normalement de l'autorité de la CPR. Donc là, en fait, on a une ambiguïté parce qu'elle peut mettre fin, c'est-à-dire elle peut radier s'il n'y a pas une conformité au code de conduite, mais pas si elle n'a pas des bonnes pratiques au sens de contrôle des pratiques commerciales, puisque le contrôle des pratiques commerciales, seule la CPR peut le faire. Donc il y a quand même un article qui nous dit ça. Oui, Laurence, on peut avancer. Alors, la CPR a précisé en amont donc, de la mise en place des associations, comment est-ce que les associations devaient faire, enfin les futures associations devaient faire pour demander un agrément. Donc, il y a toute une présentation qui a été faite par la CPR sur la procédure d'agrément qu'on peut retrouver sur le site de la CPR. Et donc, en fait, la CPR a précisé comment est-ce que l'association devait présenter son dossier de demande d'agrément en mettant le nom des personnes, la représentativité qu'elle avait, puisqu'il faut être une association représentative, et vous avez vu qu'il y avait 40 000 adhérents potentiels. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer la représentativité? Donc, tout ça, ça a été noté dans les textes. Donc, la représentativité, la gouvernance, la discipline, les conditions d'accès, de formation, etc. Tout a été vu par la CPR. On peut dire que la CPR a prévu un guide d'accompagnement sur les informations à fournir, que la CPR doit statuer sur une demande d'agrément dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception d'un dossier complet, et que si elle ne répond pas, ça veut dire qu'elle accepte donc la décision. D'agrément. Voilà, donc on peut passer au slide suivant. Donc, quels sont les critères de représentativité? Normalement, donc, l'association doit avoir un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10% du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion. Donc, comme on a vu que c'était plus ou moins 40 000, on est plus ou moins 10 000, 10%. Ou au moins 5% de ce même total lorsque l'association est par ailleurs déjà reconnue comme représentative en tant qu'association dans une des autres catégories. Exemple, une association agréée par l'AMF de conseillers CIF n'est pas obligée d'obtenir un seuil de 10%, mais pourrait obtenir uniquement un seuil de 5%. Voilà. Sinon, alors si au moment de la demande d'agrément, l'association n'a pas atteint les 10%, ou les 5 dans le cas d'une association qui serait déjà représentative auprès de l'AMF. Donc, si l'association n'a pas encore les 10%, il faut qu'elle prévoie un plan opérationnel au fin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de 2 ans. Donc, il faut qu'elle atteigne ce seuil de 10%, en tout cas sur un délai de 2 ans. Oui, Laurence, tu peux avancer.
Juste un petit slide pour vous dire que chaque association est libre de fixer le montant annuel de la cotisation de ses adhérents. Donc, il pourra y avoir j'allais dire des gaps peut-être très importants. Moi, je n'ai pas encore été voir ce qu'il en était concrètement. Je ne sais pas non plus comment les associations ont prévu de gérer les multi-adhésions, puisqu'on peut excusez-moi, on peut être CIF, conseiller en investissement financier, on peut être IOBSP, intermédiaire en opération de banque, et on peut être courtier en assurance, enfin, on peut être courtier en banque et courtier en assurance, donc on devrait être dans 3 associations. Du coup, je ne sais pas comment on gère les multi-adhésions en termes de package financier. Donc, c'est aussi chaque association comme elle entend, puisqu'il y a des associations qui peuvent faire adhérer leurs adhérents sur différents critères, hein, c'est-à-dire le critère de courtier en banque ou de courtier en assurance. On peut avancer hein. Donc là, je vous ai reproduit l'imprime écran, si je puis dire, du site de la CPR. Donc, c'est une publication de mars 2022 où la CPR, dans la revue de la CPR, a dit qu'elle a agréé cette association pour l'entrée en vigueur de la réforme du courtage. Donc, la CPR reprécise, donc, à compter du 1er avril 2022, l'adhésion à une association professionnelle est obligatoire pour tous les professionnels, que les exigences liées à l'exercice de l'activité de courtier se sont donc renforcées ces dernières années avec une réglementation plus précise et exigeante en matière de protection des intérêts du client. C'est toujours intéressant de lire la CPR, il faut lire la doctrine, hein, si je puis dire. Donc, la réforme du courtage votée par le Parlement français a ainsi été pensée comme un moyen d'accompagner la montée de compétences de l'ensemble des professionnels. Dans ce contexte, à compter du 1er avril 2022, l'adhésion à une association professionnelle représentative agréée par la CPR sera obligatoire pour tous les professionnels qui s'immatriculeront à l'ORIAS comme courtier ou mandataire de courtier. Ceux déjà immatriculés à l'ORIAS devront adhérer à ces nouvelles associations au plus tard lors du renouvellement de leur immatriculation au premier trimestre 2023. Ces associations professionnelles devront notamment offrir, vous voyez que le mot offrir, un service de médiation à leurs adhérents et vérifier les conditions d'accès et d'exercice de l'activité de ce courtier ainsi que le respect des exigences professionnelles telles que la formation continue. Ces missions contribueront à s'assurer de la mise en œuvre sur le terrain des règles en matière de protection des consommateurs. Pour délivrer l'agrément, la CPR a notamment examiné les moyens humains, matériels et financiers engagés par les associations pour exercer leur mission, ainsi que les procédures mises en œuvre pour assurer leur indépendance, leur impartialité. Donc, tout ça pour dire que tout ça, c'est fait dans les règles de l'art. Hein. On passe au slide suivant. Donc là, au slide suivant, vous allez avoir les 7 associations. Donc, lors de sa séance du 22 mars, le collège de la CPR a délivré un agrément à 7 associations, dont 6 en qualité d'association professionnelle de courtier en banque et en assurance. Donc, 6 associations ont 2 casquettes différentes, hein, courtier en banque et en assurance, et une association avec la seule qualité d'association professionnelle de courtier en assurance. Donc, vous avez donc les 7 associations et c'est votre asso, l'association qui, elle, n'est que courtier, n'est que association représentative des courtiers en assurance à Lyon. Tu peux passer, Laurence. Alors, tout ça pour en arriver quand même à la réforme, excusez-moi, au recours, puisque j'ai mis tout au long de ma présentation des points, je vous ai indiqué, vous voyez, ça ça pourrait être un motif de contestation, etc. Donc, c'est vrai qu'avant d'en arriver au recours en tant que tel, c'est vrai que même ceux qui sont devenus associations étaient quand même, en tout cas pour certains d'entre eux, j'allais dire, très dans la rébellion à la mise en place de ces associations professionnelles. Bon, après, on se plie à un texte de loi, il est voté, on dit, bon, bah, on joue les bons petits soldats. Mais il faut quand même savoir que même parmi les associations qui ont été reconnues et agréées, il y avait quand même des personnes qui ont contesté la mise en place de cette réforme, hein, mais qui n'ont pas poussé jusqu'à faire un recours. Alors, on a une association hein, qui est l'ANCDGP, qui signifie Association nationale des conseillers diplômés en gestion de patrimoine,
qui, elle, a décidé d'engager un recours devant le Conseil d'État pour obtenir l'abrogation des textes relatifs à la réforme du courtage. Alors, il faut savoir que cette association va jouer sur tous les tableaux, hein, puisqu'elle va même, bon, bien sûr, aller devant le Conseil constitutionnel et devant la Cour de justice de l'Union européenne. Donc, en fait, toutes les cartes seront déployées, j'allais dire, pour aller au bout du recours contre cette réforme. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de comprendre les motivations juridiques de ce recours. Alors, là, dans un premier temps, j'ai pris des informations qui étaient dans un article de l'Argus qu'après je vais retravailler d'un point de vue juridique. D'abord, il faut savoir que cette association a pris donc la décision de déposer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation des textes. Et donc, elle a d'abord tenté de se faire entendre. Elle a tenté de faire entendre ses réserves par une procédure qui s'appelle le recours gracieux. Donc, un recours gracieux qui est déposé donc, devant le Premier ministre, qui est donc un recours qui est tout argumenté devant le Premier ministre. Et le Premier ministre donne suite ou ne donne pas suite, mais la non-réponse du Premier ministre doit s'analyser comme un refus. Donc, il y a une non-réponse. Donc, cette non-réponse est donc considérée comme un refus implicite de corriger les textes. Et donc, du coup, la NDCGP a déposé un recours pour excès de pouvoir dans le Conseil d'État. Donc, sachant que elle a décidé donc d'attaquer, ou de faire corriger, d'attaquer en tout cas toutes les failles du texte. Alors, comment est-ce qu'elle fait son recours? Elle le fait via ce qu'on appelle une QPC, donc une question prioritaire de constitutionnalité. Et elle va baser son recours sur trois grands principes. Le premier principe est celui de l'égalité devant la loi, dans la mesure où les textes ne s'appliquent, comme on l'a vu tout à l'heure, ne s'appliquent pas aux agents généraux, ni aux courtiers qui opèrent en LPS sur le territoire français. Le second principe, c'est la liberté d'association, puisque là, en fait, il n'y a plus de liberté d'association, puisqu'on oblige, c'est à adhésion obligatoire. Donc l'obligation d'adhésion à une association professionnelle contrarie ce qu'on appelle la liberté syndicale et la liberté d'association, qui sont des droits constitutionnels. On peut avancer, Laurence? Et le troisième principe, c'est l'atteinte à la liberté d'entreprendre, puisque l'obligation d'adhésion ne repose sur aucune exigence constitutionnelle, ou qu'elle pourrait être considérée comme disproportionnée au regard du simple objectif de protection des consommateurs. Donc, le Conseil d'État, une fois saisi, a deux options. Soit il reconnaît que la procédure interroge la constitutionnalité du texte, et donc il va renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel aura 3 mois pour se prononcer. Soit, au contraire, la QPC est rejetée, et la saisine du Conseil d'État suit son cours. Donc, au niveau européen, l'association compte enfin purger un autre angle de fragilité juridique du texte, qui est la non-conformité du texte à la DDA, donc à la directive européenne, et notamment sur le fondement de l'article 12. Donc, je ne vous ai pas mis l'article 12 de la DDA, mais on va en reparler tout de suite. Si tu peux me passer le slide suivant. Voilà. Donc, en fait, l'article 12 stipule, entre autres, que le respect, vous savez, le fameux contrôle du respect des obligations de formation d'honorabilité de souscription de l'assurance RC ne peut être contrôlé par des associations dont les membres comprennent des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. En tout cas, l'article 12 de la DDA prévoit que ça ne peut être fait que par une autorité publique. Donc, du coup, là, on est bien en violation de l'article 12 de la DDA qui énonce expressément que ça ne peut pas être fait par
une association d'assureurs ou d'intermédiaires. Donc là, ça c'est la motivation pour aller devant la Cour de justice. L'autre point qui est important, c'est que ce texte est contraire à ce qu'on appelle la discrimination à rebours, dont on a parlé sur la LPS, c'est-à-dire qu'on a en fait un texte qui est plus contraignant pour les locaux, c'est-à-dire pour le courtier français, que pour le courtier qui est de l'Union européenne, mais qui va agir en territoire français en libre prestation de services. Donc, c'est pour ça qu'il y a, alors je vous ai marqué ce qu'on appelle la prohibition de la discrimination à rebours, c'est-à-dire qu'il y a une discrimination, il y a une telle discrimination lorsqu'un ressortissant de l'Union européenne se voit imposer un traitement moins favorable par son droit national. Donc là, le droit national est moins favorable aux courtiers français que le droit européen. Donc, du coup, c'est violation du principe d'égalité. Et donc là, quand je vous mets DDHC, c'est Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc là, on est en violation du principe d'égalité qui est prévu donc, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On a aussi un texte qui est en contrariété au principe d'indépendance et d'impartialité, puisque l'indépendance et l'impartialité des dites associations, puisque les associations ont un pouvoir qui est le pouvoir de radier un de leurs membres. Et donc, ça veut dire qu'alors qu'elles sont composées elles-mêmes d'intermédiaires, le principe de dire je vais donc en fait radier un des miens, donc c'est le principe énoncé par la loi, viole donc les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, lesquels visent à préserver les droits des citoyens et à garantir la séparation des pouvoirs. Donc, c'est jamais quelqu'un de son clan qui doit donc radier un des leurs pour assurer le principe d'égalité. Donc, en fait, on voit que… Tu peux passer, donc, voilà. Donc, l'association, en fait, demande au Conseil d'État d'annuler la décision implicite du Premier ministre du refus d'abrogation. Je dis implicite parce qu'il ne s'est pas prononcé. Et donc, à titre subsidiaire, de renvoyer devant la Cour de justice de l'Union européenne et puis d'attendre, enfin de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice, le tout assorti d'une question prioritaire de constitutionnalité. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce slide, c'est que en fait, vous avez la date, c'est-à-dire que c'est demain, en fait, la question prioritaire sera étudiée lors de la séance publique du 7 juillet, donc demain, à 9h30, devant la 6e chambre du Conseil d'État. Donc, on est en plein dans l'analyse en fait, du recours. Donc, c'est particulièrement intéressant de voir que, j'allais dire, que ce webinaire a lieu en ce moment, parce que, outre le fait que vous êtes là certainement pour comprendre, j'allais dire, le contenu de la réforme, en même temps, on est quand même… Enfin, on se pose quand même un certain nombre de questions sur est-ce que ça va se suivre ou non. Alors, j'ai mis ce qui était quand même une QPC pour terminer, en fait, en quelque sorte, en guise de conclusion, parce que tout le monde n'est pas habitué à manier la question prioritaire de constitutionnalité. Donc, je vous ai mis ce que c'était lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire. Tout justiciable peut, depuis 2010, donc c'est quand même une procédure entre guillemets relativement récente, contester la constitutionnalité de la loi dont il lui est fait application. C'est ce qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et quand il est saisi d'une QPC, le Conseil constitutionnel examine la compatibilité des dispositions législatives avec la Constitution française. Donc, le Conseil constitutionnel ne s'autosaisit pas d'une QPC. Il appartient en effet à chaque requérant, au cours de son litige, de soulever une QPC par un mémoire distinct. Et lorsque la question est soulevée devant un tribunal ou une cour, la juridiction vérifie son caractère sérieux avant de la transmettre au juge de cassation ou le Conseil d'État pour l'ordre administratif ou la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Le Conseil d'État et la Cour de cassation ont alors un délai de 3 mois pour transmettre ou non cette QPC au Conseil constitutionnel. Il vérifie que la QPC remplit 3 critères. Donc voilà les 3 critères. La disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constituer le fondement de la poursuite. La disposition doit
ne pas avoir déjà été déclaré conforme à la Constitution, ce qui est le cas, et la question doit être pourvue d'un caractère sérieux. Donc ça répond quand même aux 3 questions. Lorsque la QPC est transmise au Conseil constitutionnel, ce dernier dispose lui aussi d'un délai de 3 mois, donc vous voyez, on a 3 mois plus 3 mois, hein, pour statuer sur la constitutionnalité de la loi mise en cause. Le litige en cours est alors suspendu, donc vous voyez, suspension, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, ce qui m'a intéressé en travaillant sur la QPC, c'est que depuis 2010, qui est donc la mise en place de la QPC, il y a environ 80 QPC qui sont déposés par an, dont un tiers sont jugés contraires à la Constitution. Donc, ce qui m'intéressait, c'était aussi d'avoir, pour conclure, si je puis dire, une proportion de quel est le taux de réussite ou pas. Donc, il y a quand même un tiers des QPC qui sont jugés contraires à la Constitution. Voilà, j'en ai terminé. Eh ben Marie, je vous remercie beaucoup pour cet exposé très clair et très complet autour de cette question. Donc effectivement, demain matin, cette QPC arrive. On a bien repris, 2 choix pour le Conseil d'État. Soit rejeter le recours de la NCDGP et donc maintenir le décret en application, ou bien tout simplement annuler ce décret. Donc, nous en saurons sans doute plus dans les prochains jours, mais en tout cas, merci pour tous ces rappels et ces explications très claires et précises sur l'état de la réforme. Je vous souhaite à tous un très bon appétit et je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire de l'Argus de l'assurance. Merci Marie, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.